Sandra, bonjour. 2 formations scientifiques. Sandra, tu as à ton actif 3 burn-out, rien que ça, alors que tu as travaillé pendant plus de 10 ans en prévention santé et notamment sur le stress et le burn-out. Il fallait absolument qu'on te reçoive sur cette chaîne. Bonjour Mariana. Bonjour Sandra. Tu es la spécialiste de la physiologie, de la théorie polyvagale et du coaching qui te permet aujourd'hui de partager toutes tes clés sur la reconnaissance du burn-out et sur le stress défense pratique, ludique et plein de jeux JE et JEU. Je suis très contente que tu sois là. Et maintenant que j'ai fait une petite présentation de toi, est-ce que tu pourrais, toi, nous dire avec tes mots qui tu es et quelle est ta spécialité en tant que praticienne? Merci beaucoup Mariana pour l'invitation. Je suis vraiment ravie. Je vais vous décoder le jeu JE et le jeu JE de la fin, mais pas tout de suite. En fait, moi là-bas, je suis scientifique. Mes spécialités, c'est la biologie cellulaire, la physiologie, et j'ai bossé pendant une bonne dizaine d'années avec des chercheurs et des médecins pour former des médecins et des naturopathes en médecine préventive. Et on a notamment travaillé sur le stress et le burn-out. Ce qui ne m'a pas empêché d'en faire 3, parce que la clé de lecture médicale ne suffit pas et on n'avait pas toutes les clés de compréhension à l'époque. Donc en fait, après mon 3e burn-out, j'ai arrêté de former des médecins et je me suis mis à mon compte pour accompagner et informer le grand public. Donc je fais de l'information et de la prévention du burn-out avec des images, des références un peu geek, un peu ludiques. Et je fais bien sûr de l'accompagnement et de la formation pour éviter qu'on fasse un burn-out, mais plus souvent comprendre pourquoi on a fait un burn-out, éviter de le refaire, parce qu'en vrai, avant, les gens ne se sentent pas forcément concernés, ils ne viennent pas me voir à temps. Ce qui est un peu frustrant. Oui, j'imagine. J'imagine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un burn-out et quelles sont les causes principales, du coup, pour que les gens puissent comprendre vraiment de quoi on est en train de parler? Alors, la cause principale, c'est le stress chronique. En fait, il faut comprendre que le burn-out, c'est le point final d'un mécanisme qui va s'installer sur le temps, qui en fait est un mécanisme de stress chronique. Soit on a un stress pas forcément important, mais qui dure très 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 longtemps, soit on a plusieurs gros stress ou plusieurs petits stress répétés. Bref, on va saturer notre capacité à encaisser le stress, et quand on sature, quand on a dépassé nos limites et nos ressources, là, on va s'épuiser d'un coup, on va s'effondrer d'un coup, c'est le burn-out. Donc, on est vraiment dans une accumulation de stress. Je prends souvent l'image d'une pile. Souvent, sur le burn-out, tu vois une pile qui se vide et on dit c'est un burn-out. Non, 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 ça, c'est de la fatigue. Une pile qui se vide et il n'y a plus d'énergie dans la pile, c'est de la fatigue, c'est physiologique, c'est normal. Le burn-out, c'est une pile qui s'oxyde, qui se remplit de stress jusqu'à un moment où elle est tellement saturée et oxydée de stress qu'elle ne fonctionne plus. Et là, on s'effondre, c'est le burn-out. D'accord. Effectivement, la comparaison est hyper précise et pertinente et on voit bien que on ne peut pas comparer avec de l'épuisement parce qu'on a juste manqué de repos à un moment donné. Ah, c'est ça. D'ailleurs, le mot repos est super important parce que ce qui distingue le burn-out de la fatigue normale physiologique, c'est que le burn-out, la fatigue, elle n'est pas estompée par le repos. C'est-à-dire que si tu te fais 2 grosses nuits de 12 heures, si tu te prends un week-end ou 2 semaines de vacances, ça ne va pas suffire. Tu as un niveau de stress accumulé où il faudra plus que ça pour retrouver ton énergie. On Ok, parle de repos non récupérateur. d'accord. Moi, j'ai souvent, je reçois aussi des gens qui, à un moment donné, ont fait un burn-out, qui me disent je suis en burn-out, alors que moi, je ne suis pas qualifiée pour déterminer si c'est le cas ou pas. Mais quand je les écoute parler, j'ai souvent l'impression que ce qu'ils appellent burn-out, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que c'est la conséquence d'une autre problématique qu'on a beaucoup de mal à identifier. Est-ce que tu partages cette conclusion ou est-ce que je me fourvoie? Alors complètement, on dit souvent que le burn-out, c'est pas une maladie, c'est un syndrome. Moi, je dis que c'est pas un syndrome, c'est le symptôme d'une société qui va trop vite, qui va trop fort, qui va trop loin. Et on fait pas un burn-out pour rien. Et en fait, quand on va jusqu'au burn-out, ça veut dire qu'on est resté dans cette situation de stress chronique jusqu'à s'épuiser. Ça pose plein de questions. Ça pose la question des limites, ça pose la question de l'estime de soi, du respect de soi. Pourquoi on n'a pas vu que l'environnement était toxique, que la situation était toxique, que les attentes étaient trop élevées par rapport aux ressources? Pourquoi, dans cette situation-là, on a quand même tenté d'atteindre les attentes alors que c'était forcément impossible? Donc ça pose beaucoup de questions sur les attentes de la société et comment la personne se suradapte pour y répondre. Et c'est cette combinaison des attentes de la société et de cet individu qui va se suradapter qui va faire qu'on est finalement très très nombreux
aller jusqu'à l'épuisement. Et c'est vraiment un symptôme sociétal. Mon prochain bouquin sera beaucoup plus sur une lecture sociétale de pourquoi on fait autant de burn-out. Super. Moi, j'y vois souvent une sorte d'instrumentalisation de soi-même. C'est-à-dire qu'on ne se regarde plus comme un humain, on devient un outil au service de son business ou du business de quelqu'un d'autre, ou de l'éducation de ses enfants pour le burn-out parental. Et finalement, il y a une déshumanisation de soi. Ouais, d'ailleurs, la déshumanisation, c'est un des signes reconnus du burn-out. Tu as l'épuisement physique et physiologique, et psychologique, pardon, sinon c'est la même chose. Tu as la perte du sentiment d'accomplissement, tu te retrouves plus, tu t'épanouis plus dans ce que tu fais, et tu as cette notion de dépersonnalisation, de déshumanisation, où en fait tu es tellement dans un jeu qui n'est pas celui que tu as choisi et qui n'est pas sain pour toi, que tu vas devenir soit qui parle beaucoup de faux self, soit un robot qui suit le rythme, mais qui n'est plus là finalement, ou quelqu'un qui se suradapte au point où il va s'épuiser. Les problématiques de déshumanisation, ça me parle beaucoup. Comment, tu sais, dans le système professionnel, tu te retrouves à être l'objet qui subit un système et tu n'es plus le sujet ni de ta vie, ni de ton activité. Ouais. J'aime bien prendre l'image de la pyramide des besoins de Maslow. En fait, on est tous dans une dynamique d'appartenance et la théorie polyvagale, on en reparlera, le dit, on a besoin du groupe pour survivre. Mais du coup, on va tellement se suradapter pour appartenir à cette société qui est malsaine pourtant, qu'on va se couper du premier étage de la pyramide, les besoins physiologiques. Et c'est pour ça qu'on s'épuise. Parce qu'on vise l'appartenance à tout prix et c'est important, mais pas au détriment des besoins physiologiques. Sinon, on n'est plus dans la partie en fait. Tout à fait. Tu dis sur ta chaîne YouTube que tu as vécu plusieurs burn-out. Est-ce qu'ils t'ont appris quelque chose en particulier? Et donc, est-ce qu'on peut en retirer quelque chose de positif? Alors, ça m'a surtout appris que mon cerveau avait aussi un corps. Et en fait, ma première lecture du burn-out a été physiologique, parce que c'était ce que j'enseignais. Donc voilà, il y a trop de stress, mon organisme n'a pas suivi, il va falloir que je remonte mon énergie. Mais au-delà, j'avais une frustration à l'intérieur de moi qui était sur le sujet des limites. Mais en fait, ma lecture, qui était profondément capitaliste et patriarcale, c'était ouais, j'ai mon corps qui ne suit pas mon cerveau. J'ai des limites, mais ça m'agace, en fait. J'étais très frustrée par ça. Et avec le recul, avec le prisme de l'estime de soi, de la reconnexion à ses besoins, j'ai fini par intégrer, il m'a fallu le troisième pour ça et la lecture coaching pour ça, que le burn-out était là pour me rappeler que oui, le corps avait des limites et que c'était normal et que de s'illusionner à faire croire qu'on n'avait pas de limites et qu'on pouvait toujours se dépasser, le problème était là. On retrouve le problème dans la prise en charge parce que tu regardes, alors ça dépend des médecins, ça dépend de leur formation et s'ils ont une lecture plus systémique ou juste symptomatique. Mais en fait, que va faire un médecin face à une personne en burn-out s'il est un petit peu dans la logique capitaliste bête et méchante? Il va faire en sorte de la remettre rapidement sur pied. C'est pas ça le besoin. C'est pas du tout ça le besoin. C'est observer pour qu'on s'épuise, reconnecter à ses besoins et repositionner son rapport au travail pour pas retourner à l'épuisement. Donc c'est pas le bon travail qu'ils font. Alors, je généralise pas, ça dépend des médecins, ça dépend comment ils sont formés. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de psychologues, ou de coachs ou de thérapeutes à côté pour faire cette partie plus psychologique à côté du physiologique. Parce que là, la prise en charge du burn-out, elle est de nous remettre dans ce système malsain. Et c'est un vrai problème. C'est ce que je reproche beaucoup aux tendances d'accompagnement à la performance, qui consiste à te normer pour que tu deviennes conforme aux attentes du système, sans le remettre en cause. Et tu as beaucoup de discours comme ça de on n'est pas des larves et allez, on se calme. Des fois, je fais la petite citation, le petit détournement d'un titre de chanson, généralement en prenant en photo un de mes chats, Born to be a larve, au lieu de Born to be alive. Parce que si tu n'as pas ce moment de larve où tu récupères, tu ne peux pas tenir sur la durée. Mais tout à fait. Et puis surtout, ce moment où tu fais la larve, c'est le moment comment dire, où tu remanies les informations dans ta tête et où tu peux te permettre d'être créatif. Et si tu n'as jamais d'espace comme ça, on a l'impression que c'est un moment passif. C'est pas vraiment passif, mais c'est pas du temps perdu. Et quand tu te prives de ça, et ben là, effectivement, tu es déshumanisé et tu deviens une machine à performer, et jusqu'au moment où la machine est obsolète. C'est là que je peux parler de ce côté je, JE et je, JU. C'est je, JE, c'est soi et ses besoins.
Donc, ces moments où on prend le temps de ralentir pour remplir sa jauge d'énergie, sa pile, ou pour baisser le niveau d'oxydation quand on est dans une situation de stress. Et je JU, ce qui nous fait plaisir, ce qui participe à nous animer, et ça, je sais qu'on en reparlera. Mais si on n'a pas ce temps de je JE, où on prend soin de soi, on va à l'épuisement. Tout à fait. D'après ton expérience, est-ce qu'il y a des professionnels particuliers qui sont plus concernés par les risques de burn-out? Alors, d'après la théorie, on parle surtout des médecins, c'est là que le burn-out a été, décrit la première fois, et des professions de santé, en général, des professions d'accompagnement. Les agriculteurs sont très, très, touchés par le burn-out, et les personnes qui sont dans les milieux caritatifs associatifs. Mmh. C'est le top 3. Après, d'après moi, mon expérience, et d'après ce qu'on observe de plus en plus au niveau sociétal, tout le monde peut être touché. Ouais. Et là où ça devient alarmant, c'est qu'on trouve du burn-out dans des domaines où on ne le voyait pas avant. Alors, est-ce qu'on ne voulait pas le voir ou est-ce que ça n'existait pas? Je ne sais pas. Chez les étudiants, je pense que ça existait déjà, mais qu'on n'en parlait pas. Chez les enfants, là, ça devient vraiment alarmant. C'est vrai qu'il y a une augmentation du burn-out chez les enfants. Ouais. Comment on peut expliquer ça? On a un problème de surcharge mentale, qui entre en compte aussi, dans la plupart des burn-out. Ils sont toujours dans une suractivité permanente, que ce soit dans les stimulus extérieurs, de tout ce qu'ils peuvent suivre, le fait qu'on soit dans une dynamique, mais les adultes aussi, ils reproduisent les adultes, de serial zapping, donc de passer toujours d'un truc à un autre. Et puis, on retrouve les injonctions de performance qu'on a chez les parents, où on va avoir des enfants qui sont inscrits à plein d'activités, qui sont dans une dynamique de compétition qu'ils n'ont pas forcément choisie. Et puis finalement, c'est pas sain parce qu'eux aussi, ils ont besoin de ce temps de larve. Et si tu leur fais l'école, les devoirs, les activités, et puis on va faire les matchs le week-end, et qu'il n'y a pas ces temps où tout simplement ils se reposent, ou un truc qu'on ne sait plus faire et ils s'ennuient, bah, ils ne peuvent pas se reposer. Et puis bah, ça rejoint aussi ce que tu disais, ça ne leur permet pas de cultiver leur créativité. Mmh. Ouais. OK. Tu vois, dans la dernière interview que j'ai faite, avec, une enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation, elle disait qu'on avait besoin de vide et que la suractivité et notamment le fait d'être bombardé d'informations à travers les médias, Mmh. ça empêchait le vide et le vide, on en a besoin pour penser et si Oui. on n'a pas, bah, on n'a plus d'intériorité. C'est un vrai challenge, le ne rien faire. C'est un truc de fou. Tu regardes quelqu'un, tu lui dis de se reposer, souvent le réflexe ça va être quoi? C'est: «Ah bah tiens, je prends mon téléphone et je commence à scroller». Non, 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 là ton cerveau il est encore actif, ça Mmh. marche pas. Et oui, je suis bien d'accord. Ça ne veut pas dire que j'arrive à le faire, hein, mais je suis entièrement d'accord avec ce que Après tu dis. ça dépend des profils. Nous qui avons des cerveaux un petit peu effervescents, enfin, faut comprendre que le ne rien faire, le mode larve, c'est pas être en train de faire de la respiration ou de la méditation si c'est pas ce qui est ressourçant pour nous. C'est Mmh. trouver ce qui est ressourçant pour soi. Et Ouais, des fois, c'est quand même quelque chose d'actif. oui, Mais c'est rarement quelque chose sur les réseaux ou sur le téléphone. on est d'accord. Tu es formé à la théorie polyvagale, tu as même écrit un livre sur le sujet, d'ailleurs je l'ai acheté, il est là, je le Merci. montre à l'écran, il est très bien, achetez-le. Il y a de très jolies illustrations, très efficaces qui permettent vraiment de visualiser les choses, de comprendre de façon, ludique et c'est très accessible, donc je le recommande à tout le monde. Est-ce que Merci. où est la suite de la question, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la théorie polyvagale et en quoi c'est utile pour comprendre le phénomène du burn-out? Alors la théorie polyvagale, son papa, c'est Stephen Porges, qui a une lecture physio et neuro, du stress, et en fait, ça explique comment notre corps est câblé pour détecter en permanence les signaux de danger et de sécurité. Et ça fait écho avec ce que nous, on enseignait, depuis des années dans la physiologie du stress, à savoir que quand tu as un danger, une situation, perçue comme stressante, on a longtemps dit qu'il y avait 3 réponses possibles, qu'on appelait les 3 F, donc la lutte ou la fuite, fight or flight, et le figement, freeze. Et pour nous, il y avait que ces 3 réponses-là. Sauf qu'en fait, on voyait qu'il y avait des gens dans des situations de stress, ils géraient, ils étaient pas stressés et on comprenait pas comment. Et en fait, ce qu'a apporté la théorie polyvagale, dans la lecture stress burn-out, c'est que ces personnes qui savent s'adapter à une situation stressante, on parle de coping, donc mécanisme d'adaptation à la situation, c'est une nouvelle voie d'une nerf vague, une nouvelle branche qu'on appelle la branche vagale ventrale.
Donc en fait, la lutte ou la fuite, c'est le système sympathique, c'est la mobilisation de l'action qu'on connaît depuis longtemps. Ça nous transforme en lutte, donc on est prêt à gérer la situation stressante. Quand le danger est trop important, qu'on ne peut pas le gérer, qu'on ne peut pas lutter ou fuir, on va se figer le temps que le danger passe ou le temps qu'on puisse fuir. Ça, c'est le troisième F, c'est le freeze. On parlait de système parasympathique avec la distinction des deux branches du nerf vague, d'où le terme polyvagal. Maintenant, on parle de voie vagale dorsale ou vagale ancienne, c'est le figement. Et cette adaptation, cette juste adaptation à la situation stressante, le vagal ventral, donc c'est ce qu'on appelle maintenant la nouvelle branche vagale ventrale. Et ça permet de comprendre comment on s'adapte à un stress, comment font les gens qui s'adaptent. Ça permet aussi de comprendre les réactions au stress. Donc, c'est normal de lutter ou de fuir. Et ce qui est important, et ce qu'on ne disait pas avant, notamment pour les personnes qui ont des vécus traumatiques, c'est normal aussi de se figer. C'est une réponse adaptative, parfois, de ne rien faire face à l'agression. Donc ça, c'est très libérateur. Nous, on le connaissait dans les mécanismes de réponse au stress, le freeze, mais ça peut aller jusqu'à la dissociation ou l'évanouissement. Et là, ça dit qu'on n'est pas tous obligés de devenir des super-héros. C'est aussi normal, parfois, de juste ne rien faire, et c'est peut-être la meilleure réponse de survie. Tout à fait. Et est-ce que tu fais un lien avec le burn-out, en fait? Ouais, si on relie ce fameux mécanisme de stress chronique avec ma petite pile qui s'oxyde, avec une lecture polyvagale, en fait, le problème de nos sociétés, le problème qui fait qu'on s'épuise, le problème qui fait qu'on oxyde nos piles, c'est qu'on est en permanence dans le sympathique. On est en permanence dans la lutte ou la fuite. Alors surtout la lutte. Pourquoi la lutte? Parce qu'en fait, on est dans une dynamique de suradaptation à des attentes qui sont trop élevées, ce que je disais au début, des attentes trop élevées par rapport aux ressources. Donc on force, et quand on force, on se suradapte. Donc on est dans le sympathique, on force toujours, on lutte toujours. Il y a souvent un vocabulaire martial combatif des personnes qui vont jusqu'au burn-out. Et ce trop de sympathique, ce trop d'oxydation, à un moment, il va tellement saturer l'organisme qu'il ne pourra plus lutter, qu'il ne pourra plus fuir. Donc, il va passer dans le troisième S, il va figer. Et c'est ça, le burn-out, c'est le vagal dorsal d'un coup qui fait qu'on s'épuise et qu'on ne peut pas se lever. C'est exactement le même mécanisme que le malaise vagal, où en fait le corps va battre trop vite de façon trop irrégulière. Pour réguler, pouf, on disjoncte. Ça dure quelques secondes. Le burn-out, c'est pareil, mais sur le long cours. On va stresser sur quelques mois, voire années, et on va s'effondrer pour plusieurs mois aussi, bien souvent, le temps de récupérer. D'accord. Donc, en fait, quand il y a un stress chronique, c'est pas juste du stress chronique comme ça, c'est le stress chronique avec une réaction de notre système nerveux qui est celui du combat et de la fuite, mais surtout du combat. Et donc, on est en combat trop longtemps et à un moment donné, le corps ne peut plus rester en mode combat et on se passer en vagal dorsal, paf. Tout à fait. Et ça veut aussi dire que le burn-out est aussi un mécanisme adaptatif normal. Il est là pour nous préserver. C'est ça. C'est la clé qui est super importante, c'est que le burn-out est une stratégie qui vise à nous protéger. Oui. Ouais. On se remet d'un burn-out. Des gens qui n'auraient pas ce côté je disjoncte pourraient faire un arrêt cardiaque. Takotsubo, la mort au non, c'est Karoshi, la mort au travail, Takotsubo, si je ne me trompe pas, qui est le cœur poupe, où il y a une partie du cœur qui ne fonctionne plus. Tout ça, c'est des maladies qu'on associe au stress chronique. Il y en a plein d'autres. On voit des burn-out, mais on voit aussi une recrudescence de maladies inflammatoires auto-immunes, fibromyalgie, thyroïdite de Hashimoto, des maladies digestives. Tout ça intestinal, ça ne vient pas de rien. Ça vient du fait qu'on est tous dans des dynamiques de suradaptation et c'est malsain. Notre corps, il n'est pas fait pour suivre ce rythme-là. Bien sûr. Alors, pour le public qui se sent en train d'approcher de la limite avec l'épuisement professionnel, est-ce que tu pourrais leur donner des conseils, des pistes de réflexion, des ressources pour pouvoir réguler ça avant d'arriver? Là, vraiment, la priorité, c'est la case médecin. C'est on va voir son médecin et on se fait arrêter. C'est la première priorité, elle est là. Et on prend le temps de se reposer et on s'autorise à s'arrêter. Il y a quand même un tiers des arrêts pour burn-out qui ne sont pas remis à l'entreprise. Les personnes sont tellement des bons petits soldats qu'ils ont leur arrêt, mais non, 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 je peux continuer. C'est pas grave, on se retrouvera au prochain arrêt. Mais c'est un peu dommage. Donc vraiment priorité arrêt, et pour les personnes
qui ne peuvent pas s'arrêter, je pense aux entrepreneurs ou alors au cas particulier du burn-out parental, où tu dois continuer à gérer tes enfants. Là, par contre, on peut tout de suite travailler en coaching ou en thérapie pour mettre en place des espaces de ressourcement, récupérer, faire baisser le niveau de stress et d'éviter la décompensation, l'effondrement. Mais pour les personnes qui ont cette possibilité de pouvoir s'arrêter, la priorité, c'est vraiment l'arrêt. Et on prend le temps de se reposer et après seulement, on va relire ce qui s'est passé et voir comment on peut reprendre sans s'épuiser. Donc en fait, il ne faut rien faire, mais il faut s'autoriser à ne rien faire, ce qui est Ouais. déjà un challenge pour ces profils-là. Ouais. Alors moi, j'ai une autre question. Pour les gens qui sont neuroatypiques, est-ce qu'ils sont plus concernés par le burn-out? Est-ce que leur différence, c'est une difficulté supplémentaire dans ce genre de situation? Alors, on n'a pas d'études formelles qui ont mesuré est-ce qu'il y a plus de prévalence du burn-out chez les profils neuroatypiques. Après, pour avoir, échangé avec des coachs qui accompagnent spécifiquement, des profils neuroatypiques et puis par rapport aussi à ce qu'on peut discuter avec des gens, notamment moi je travaille, à participer au congrès Lyon Audience, je l'ai sketchnoté pendant pas mal d'années et j'avais eu l'occasion d'échanger avec certains intervenants. On a quand même une tendance où, on a beaucoup eu pendant une période les gens qui découvraient leur fonctionnement neuroatypique, par leurs enfants où, voilà, c'était détecté, chez les enfants et les parents qui disaient: «Ah peut-être que moi aussi». Là, on a une autre tendance depuis quelques années, c'est les gens qui détectent leur fonctionnement neuroatypique après avoir fait un burn-out. Quand on relie, le burn-out et les mécanismes de burn-out, on voit qu'il n'y a pas que les limites, il n'y a pas que l'estime, il y a une dose de suradaptation et de décalage, qui fait que ça a participé à épuiser. Donc c'est devenu un sujet quand on a identifié ça et sur le prisme particulier des personnes autistes depuis alors les années 2020 en français, donc c'est quand même très récent, on commence à parler de burn-out autistique, où là on va prendre en compte, le coût énergétique de la suradaptation. Quand on parle de faux self, c'est un peu, ce masque de normalité qu'on va mettre, pour, effacer ce décalage pour ne pas être rejeté, mais ce masque de normalité, il a un coût énergétique. Tout à fait. Je me reconnais bien ce genre de de description. Alors, la question que j'ai envie de te poser derrière, c'est est-ce qu'on peut faire de sa neuroatypie un atout pour travailler efficacement sans s'épuiser? Alors je suis persuadée que oui, parce que pour moi, pour chaque profil neuroatypique et quelle que soit, la neuroatypie, ça vient aussi avec des compétences et des talents particuliers, une certaine effervescence au niveau des idées, des capacités créatives et d'adaptation. Enfin, on a tous nos talents, neuroatypiques ou pas neuroatypiques et pour moi, vraiment ce travail d'identifier ses besoins, d'identifier ses talents et de voir comment on peut les mettre à profit, ça permet de s'épanouir et quand on a une posture de travail où on s'épanouit, on fait des choses qu'on sait faire, qu'on aime faire, là forcément on va être, moins à risque de s'épuiser. Moi j'utilise l'ikigai, qui est un outil, japonais pour, entre guillemets, «déterminer sa mission de vie», ça c'est le discours coaching. En fait, ikigai, ça veut dire raison de se lever le matin. C'est juste avoir, un rôle, une mission dans sa vie qui fait qu'on a envie de se lever et qu'on se lève avec enthousiasme, ce qui est pas le cas des personnes qui sont en train de faire un burn-out. Ils ont plus envie de partir au travail, donc c'est des warnings et en fait, ce que dit l'ikigai par rapport au croisement des cercles, c'est que normalement, on devrait être payé pour nos talents. Oui, C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on sait faire et la profession, ce pourquoi on est payé, les 2 cercles qui se croisent et le travail, la profession, c'est le fait d'être payé pour ses talents. Et je pense que vraiment l'idée d'identifier, ses talents en tant que profil neuroatypique, donc ses talents particuliers, mais je le redis, on a tous des talents particuliers, ça participe à s'épanouir et plus on est épanoui, moins on risque de s'épuiser. oui, je suis bien d'accord. C'est l'un des axes de travail que je fais avec, mon public. C'est de trouver l'endroit, la place d'où, ils peuvent mettre leur pouvoir au service de plus grand qu'eux-mêmes. Mmh. Et on le leur rend, du coup, sous la Mmh. forme de reconnaissance, sous la forme d'argent aussi et de Oui. joie parce que ça crée ça permet de tu vois? Moi, ce que j'ai vraiment compris avec la théorie polyvagale, c'est que, on pouvait agir avec l'énergie de la peur, puisque Oui. quand on est dans le combat ou la fuite, c'est l'énergie de la peur qui fait agir. On pouvait aussi apprendre à Mmh. travailler avec l'énergie de la joie. Et le passage de l'un à l'autre, il n'est pas simple, mais il permet de réinventer sa place justement. Et Ouais. quand on est à sa place et qu'on met
son pouvoir professionnel au service de quelque chose qui a du sens et pour soi et pour les autres, ça nourrit sa joie aussi. Complètement. Et c'est là qu'il y a le jeu JEU, ce qui nous fait Ouais. plaisir. Et ça fait vraiment partie de l'équilibre, de l'épanouissement, mais aussi de la stress défense, de la préservation face au burn-out. Oui, c'est très bien dit. Mmh. Autre question, quand on a fait un burn-out et qu'on s'en est sorti, comment on est certain de ne pas replonger dedans dès qu'on retourne travailler? Alors on n'est jamais certain, le risque zéro n'existe pas, mais vraiment en fait c'est le travail qu'on fait en relecture de burn-out, que ce soit en coaching, en formation, avec un psychologue, un coach, des personnes qui prennent le temps de faire ça. En fait, on va faire la relecture du burn-out. Donc on va raconter comment le burn-out s'est mis en place, identifier tout ce qui a été particulièrement stressant, vampirisant dans l'environnement, quel rôle nous, on a eu en termes de surinvestissement. Donc on va creuser, le faux self, les messages contraignants, les limites, l'estime de soi. Donc à partir de là, on comprend pourquoi on est allé jusqu'au burn-out, ce qui est censé éviter d'y retourner. Pendant l'arrêt, et en général on intervient pendant l'arrêt, on travaille sur la récupération de l'énergie et là on va identifier les outils qui sont propres à chacun, qui permet, d'avoir, des moments de larve qui soient effectifs. Donc on ait vraiment, des leviers de récupération d'énergie ou de diminution de stress cumulé, pour ne pas aller jusqu'à la saturation de la pile et bien souvent le dernier point, les dernières séances, c'est le travail sur un projet professionnel qui soit écologique, donc respectueux de ses besoins et fun, donc avec du plaisir dedans. Et c'est pas forcément, je change de boulot, je fais une reconversion, je deviens entrepreneur. C'est possible, mais pas que. C'est parfois une reprise avec, des nouvelles barrières et des nouvelles limites, dans un poste qui convenait déjà. Enfin, ça arrive aussi. Il n'y a Mmh. pas que, je change tout. Ce Ouais. qui est un stress supplémentaire en plus, quand on doit en plus récupérer son burn-out, mettre en place un projet de reconversion, ça peut se faire, mais c'est un accompagnement qui est encore particulier. Parce que monter un nouveau projet, se former quand on est en plein burn-out, qu'on n'a pas retrouvé tous ses neurones et qu'on n'a pas son énergie, c'est un challenge particulier. Bien sûr. Et c'est toute la question des gens qui se rendent compte qu'ils ont un faux self depuis longtemps aussi. Ils ont l'impression que pour ne plus avoir de faux self, il faut changer de vie, changer de Mmh. conjoint, changer de région, changer de métier. Oula, Doucement. on peut très bien réinventer et sa place et sa façon de jouer avec ses masques Oui, sans tout envoyer bouler. Et heureusement. Et c'est clair. heureusement. Sinon, ça voudrait dire que tout ce qu'on a construit de sa vie, c'est tout faux. C'est affreux Mmh. de se dire C'est ça. horrible, c'est Oui, horrible. Bah, tout la à fait. prise de conscience du faux self et je l'ai vu grâce à ta conférence, oui, ça interroge. Tu te dis: «Mais j'ai joué un rôle toute ma vie, il Mmh. est où le vrai moi?» Ouais, Mais la quête, elle est pas forcément là. Elle est: «Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui me plaisait vraiment? Qu'est-ce mmh, que je garde? Qu'est-ce que je retiens?» et c'est plus filtré que tout envoyer, bazarder. c'est ça. Alors il y a des gens qui envoient tout bouler, hein, Mmh. mais heureusement, pas tous et c'est vrai que notre travail de praticien en face, c'est de pas, comment dire? De pas exciter ce désir de tout envoyer bouler, dans la semaine qui suit, voilà et de Mmh. temps en temps, il faut calmer un petit peu le les gens qui ont, un faux self ont très, très envie de se l'arracher du visage dans la minute, Mmh. comme s'il ne servait à rien, comme s'il n'avait pas de sens. Alors que si, il a du sens et Mmh. il porte son lot de compétences. Et j'imagine bien que les stratégies qu'on met en place pour, euh, euh, comment dire, pour travailler malgré les risques de burn-out, ça a du Mmh. sens aussi. Et le but du Mmh. jeu, c'est de comprendre et de décortiquer ça et de changer de positionnement et pas Mmh. forcément de tout envoyer bouler. Ouais, puis prendre conscience, que dit aussi la théorie polyvagale, c'est que quand tu es en stress chronique, donc en sympathique ou quand tu es en repli sur soi, en dorsale, tu es dans des mécanismes d'adaptation à des dangers. Donc danger, simple avec le sympathique, danger mortel avec le dorsal. Tu n'as pas accès à ton cortex. Tu es pas Mm. dans une posture de réflexion. Donc la décision de changer de vie quand tu es en plein burn-out, c'est pas le moment. Ouais, C'est pareil, les gens qui suspectent un haut potentiel, suite à leur burn-out, attends de récupérer avant de faire ton bilan, sinon tu te payes un bilan pour rien, parce ouais. que tu as pas retrouvé tes neurones, c'est dommage. C'est ça qu'on oublie, c'est qu'effectivement, quand on est en suradaptation, il y a des parties du cerveau qui ne sont pas autant irriguées que d'habitude, si j'ai Mmh. bien compris. Et donc, on essaie de s'en sortir en n'ayant pas accès à toutes ces capacités. Ouais, exactement. Et ça, on ne nous l'explique pas, effectivement, hein. Il faut vraiment faire des recherches sur le sujet pour comprendre. Et on croit qu'on prend des bonnes décisions, qu'on est objectif, alors que pas du Mmh. tout. Non.
On est en mode défensif, mode survie. Alors, Sandra, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi certains passionnés ne s'arrêtent jamais sans pour autant faire de burn-out? Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas et qui les rend constants sans s'épuiser? Moi, ça m'intrigue beaucoup, ça. Alors moi, je dirais que c'est des gens qui ont trouvé leur ikigai. Ils sont sur vraiment quelque chose qui les anime. Et en fait, c'est vraiment l'idée un petit peu, on utilise pour le burn-out l'image de l'incendie. Donc l'immeuble qui a un incendie à l'intérieur, mais la façade est intacte. Et en fait, l'idée pour entretenir la motivation et ce que devraient entendre les coachs en motivation et en performance, le juste dosage de vagal ventral, c'est entretenir la flamme de la motivation sans aller jusqu'à l'incendie du trop de sympathique. Et c'est vraiment jouer comme ça, je mets ce petit curseur-là parce qu'en fait, on passe notre temps à naviguer entre les états. C'est avoir le vagal ventral avec du sympathique qui permet de passer à l'action, mais pas trop de sympathique, parce que quand il y a trop de sympathique, pouf, c'est l'incendie. C'est ce dosage-là de juste énergie et de juste implication qui permet d'entretenir cette énergie-là. Après, ça peut réduire, entre guillemets, les besoins perçus. C'est parfois des personnes qui dorment moins que d'autres, et il y a des personnes qui ont moins besoin de sommeil que d'autres. Mais en vrai, ces personnes-là, elles ont quand même aussi besoin de moments, alors pas forcément de grosses larmes, parce qu'ils sont toujours dans une forme de débauche d'énergie, mais de moments de ralentissement et de ressourcement, où on sera dans quelque chose qui sera plus posé et qui permettra de ressourcer. On ne peut pas être en permanence dans la débauche d'énergie constante. C'est un mythe qu'on veut nous vendre, mais ça n'existe pas. On a quand même des moments où on ralentit, et le flow, c'est super et c'est passionnant, mais c'est pas constant, c'est un état temporel. Temporaire. Ok, donc le flow, tu nous dis le flow, c'est pas constant. Non, ça marche pas comme ça. Tu induis l'état de flow et tu vas voir ce moment de flow où tu vas te plonger dans ce que tu fais et tu vas perdre la notion du temps. Mais en vrai, à un moment, t'en sors. Si t'en sortais pas, en fait, tu ne dormirais plus du tout. Et tu finirais comme Old Laf, le café complètement sur les nerfs, et ça marche pas. Donc non, tu peux travailler à l'induire, et c'est super, et plus tu es sur ton ikigai, et plus tu connais tes talents et ton mode de fonctionnement quand tu es neuroatypique, plus tu auras des facilités à induire ce flow-là, mais tu ne vas pas y rester. Ouais. Et c'est pas l'idée. Je travaille beaucoup avec des publics qui sont HPI, et ils sont dans cette recherche de flow permanent. Et ils me disent, mais je comprends pas, j'arrive pas à être tout le temps dedans. Oui, c'est pas grave. C'est vraiment, mais tu as le flow et tu as le vagal ventral. Il faut vraiment comprendre que la théorie polyvagale, ce n'est pas une injonction, être tout le temps dans le vagal ventral. Déjà, tu es rarement que dans un seul état, ce qui est un autre sujet, mais quand tu passes à l'action de façon choisie, donc la motivation, c'est du vagal ventral et du sympathique. Quand tu te reposes et que tu choisis de te reposer, c'est du vagal dorsal avec du vagal ventral. Contrairement au burn-out, qui est du pur vagal dorsal où tu n'as pas choisi, tu subis. Mais tu n'es jamais que dans le vagal ventral, c'est rarissime, tu as souvent une combinaison de plusieurs états. Et là encore, le vagal ventral n'est pas constant. Enfin, des trucs tout bêtes, hein, tu vas redescendre pour aller te coucher, pour aller dormir, pour faire ta pause déjeuner. Enfin, tu as des moments où tu n'es pas dans le monde bisounours et tout est merveilleux. C'est plus fluctuant que ça. C'est comme la vie, comme le rythme cardiaque, tout ça, ça bouge. Eh oui. L'acceptation du mouvement permanent, c'est difficile dans nos sociétés où on passe son temps à essayer de définir des états fixes et à se qualifier tout le temps. Mais parce qu'on est dans ce culte de la mobilisation de l'action, où on nous fait croire qu'on devrait être tout le temps productif, tout le temps dans l'action, tout le temps dans la performance, mais non, parce qu'on n'est pas tout le temps dans le sympathique. Si on l'est sur la durée, on oxyde la machine, et soit on fait un burn-out, soit on fait une crise cardiaque, enfin, il y a le Cordinon. Pour citer Gabor Maté, très bon livre, Le Cordinon, et puis là, il y a son nouveau The Myth of Normal, où il explique que on veut s'adapter à un système qui n'est pas sain. Donc, il faut arrêter de viser cette pseudo-normalité qui n'en est pas une, qui est quelque chose de très malsain. On est dans un système qui vise à être dans la normalisation de la productivité permanente, comme si on était des machines comme les autres. Et ça nous pousse à nous regarder comme des objets. Moi, quand je discute avec mes clients, ils me parlent souvent, ils me disent des choses comme « je suis dysfonctionnel ». Je suis dysfonctionnel, qu'est-ce que ça veut dire?
Mais c'est pareil, là, les discours TPV de gens qui la vulgarisent un peu trop. Tu as un système nerveux dysrégulé, il faut réparer ton système nerveux, il faut stimuler ton nerf vague. Alors oui, on va jouer sur ramener une forme de sécurité et de confiance, mais tu n'es pas du tout dysrégulé. Tu as eu un trop de stress, tu as eu un ou des vécus traumatiques, tu as eu des expériences adverses qui fait que tu es plus sur la défensive que dans la sécurité. Mais là encore, c'est la réponse logique de ton système nerveux pour te préserver. Tu n'es pas cassé. Oui. Et c'est super important de le rappeler parce que tout nous renvoie à l'idée qu'on est une machine cassée et dysfonctionnelle C'est et ça. qu'il faut se séparer. La quête de réparation, c'est la plaie Oui, des gens qui ont vécu des choses difficiles. mais c'est comme si on était dans une course, genre les 24 heures du Mans, mais à vie. Ouais. C'est non, 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 tu as pas besoin de tout faire pour relancer la machine et aller jusqu'à la pousser pour qu'elle continue à avancer. C'est non, de temps en temps, elle a besoin de rentrer au stand et de faire dodo avant de repartir. Ben justement, je voudrais parler de ton livre. Je l'ai acheté l'année dernière. Il est formidable. Je vais le remontrer encore un coup à l'écran. Tu as écrit un livre sur le burn-out et la théorie polyvagale. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour que les gens comprennent ce qu'ils vont apprendre en le lisant et comment ça va leur faire du bien? Alors, c'est une véritable quête du héros, parce que je me suis basée sur la quête du héros du Campbell pour l'écrire. Et c'est justement prendre conscience de pourquoi on est dans ce stress chronique, pourquoi ce stress chronique peut amener jusqu'au burn-out. Et donc, ça permet de prendre conscience et de comprendre quand on a fait un burn-out, pourquoi on l'a fait. Et après, tout le reste, c'est retravailler à ne pas rechuter. Donc, apprendre à reconnaître ces états de la théorie polyvagale pour voir quand on est dans le sympathique et trop souvent et trop longtemps dans le sympathique. Essayer de trouver ces leviers pour aller vers le vagal ventral, mais aussi aller vers le jeu JE qui est du dorsal choisi et le jeu JU qui est du sympathique choisi, et on a besoin des deux. On va travailler sur les messages contraignants, sur les limites, sur l'estime, et puis parce que c'est un petit peu ma passion, j'amène ça sur comment ensuite jouer avec ces états, et c'est pour ça que je parle de power, c'est comment mettre la juste dose de vagal ventral dans nos différentes actions. Donc, et dans le passage à l'action et dans le repos, et particulièrement dans le passage à l'action, on en a parlé, j'ai tout un chapitre sur les liens entre la théorie polyvagale et le flow, qui est une autre de mes grandes passions, et comment on peut jouer avec ça, comment on peut cultiver ça, avec des outils aussi, quelques outils de régulation du système nerveux classique, la respiration, la musique, mais surtout travailler sur ce qui nous ressource nous. Il y a plein d'outils et c'est très bien, mais enfin, l'idée, c'est de trouver ces outils à soi, et c'est pas forcément dans une banque d'outils, c'est plus en s'observant soi-même, en fait. Et c'est cette quête-là qu'on fait. C'est pour aller de personnes qui suradapté, qui éventuellement s'est épuisé. On va dépasser l'épuisement. Donc, on va regarder le burn-out en face. Et à partir de là, on va créer une autre réalité où on n'a plus ce risque, ou en tout cas beaucoup moins ce risque de s'épuiser. Super. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, donc allez voir. Et surtout, je trouve que pour les gens qui ont besoin de découvrir la théorie polyvagale, c'est un livre qui est vraiment accessible et qui permet de s'approprier tous ces outils-là de façon ludique et avec beaucoup d'illustrations. Donc, c'est vraiment très, très visuel et ça permet de s'approprier, je trouve, très, très facilement tous ces concepts-là. La théorie polyvagale, c'est passionnant, mais là, quand je l'ai découvert il y a 6 ans maintenant, purée, c'est pas visuel. Alors, à l'époque, le bouquin était pas. Il y avait un bouquin en français qui est très bien, qui est un livre d'Éric Marlien, mais les bouquins de Porteus, d'Ebdana n'étaient pas traduits. Et donc, je les ai lus en anglais, et c'était affreusement pas visuel. Et moi, étant très visuel de base, tout de suite, je suis bon, il faut que je fasse un article, il faut que je fasse des dessins, puis les dessins sont devenus des illustrations. Et j'avais vraiment cette idée et de transmettre la TPV, mais surtout de l'illustrer. Ah bah, c'est très réussi. Merci. Très réussi. Moi, je l'ai conseillé à tout le monde. Je voulais te demander aussi, est-ce que tu as d'autres ressources à conseiller? Alors, ça dépend des sujets. Sur la théorie polyvagale, pour une introduction pratique qui vienne vraiment à la source. Alors, Stéphane Porges n'est pas très facile à lire. Il le devient dans ses derniers bouquins, mais tous ne sont pas traduits. Mais Ancré de Deb Dana est vraiment très bien. C'est une introduction à la théorie polyvagale avec des exercices de visualisation pour apprendre à naviguer entre ces états. Donc, c'est moins théorique que le mien. Et c'est dans une pratique qui est très douce, très bienveillante.
ce dont on a besoin pour réguler le système nerveux. On n'a pas du tout besoin d'aller dans des extrêmes, ça peut être des choses très, très douces. Sur les personnes qui suspectent un haut potentiel suite à un burn-out, j'aime bien Rayures et Ratures de Chloé Jourmangas en introduction, parce que c'est tout doux, c'est tout visuel, c'est plein de dessins, donc ça permet de rentrer doucement dans le sujet. Après, il y a d'autres bouquins passionnants, genre Carlos Sinoco, etc. Mais quand tu es en plein épuisement, il est dur à lire. Donc, une petite introduction, Rayures et Ratures, c'est vraiment bien. Et moi, j'ai envie de renvoyer aussi les gens sur alors, soit notre interview, soit la masterclass que tu avais proposée sur l'impact des familles toxiques, sur le risque d'épuisement, qui est encore un autre niveau de lecture, qui explique pourquoi on va mettre en place des mécanismes qui vont faire qu'on va aller jusqu'à l'épuisement. Parce que oui, tu le disais, c'est l'arbre qui cache la forêt. Enfin, Ouais. pourquoi on en arrive là? Parce qu'on a une posture, alors, j'allais dire dysfonctionnelle, mais il y a un peu de ça quand même. C'est une méthode d'adaptation qui n'est pas saine, qui est une méthode d'adaptation, mais qui n'est pas saine pour nous. Et comprendre ça, ça permet aussi de l'ajuster. Le fait de se regarder comme un objet et de laisser le monde de l'entreprise nous regarder comme un objet, ça ne vient pas de n'importe où. C'est clair, c'est clair. C'est pour ça que mon prochain bouquin sera plus sur ça, moins physiologique. Super. Ben, j'ai hâte et puis j'espère que tu reviendras nous en parler de ce prochain livre. Oui, avec plaisir. Super. Sur cette chaîne, on parle d'émancipation, de l'art de s'affranchir de ces déterminismes, en particulier de ces déterminismes familiaux, mais aussi de tous les déterminismes sociétaux qui nous empêchent de prendre notre place et d'assumer notre juste pouvoir. Moi, j'aimerais te demander, qu'est-ce que c'est qui t'a permis à toi de gagner en souveraineté dans ta vie et dans tes projets professionnels? Alors c'est marrant le mot souveraineté, alors je suis dans un cercle de fans, qui est un peu un mastermind et ça s'appelle « Je suis souveraine ou reine de ma vie ». Ouais. Il y a vraiment ce côté souveraine et en fait pour moi c'est, sortir, des attentes, qui sont pas celles qu'on a fixées nous. Le côté, quand tu prends conscience de ton faux self, quand tu vas jusqu'au burn-out et souvent c'est lié, t'épuiser pour quelque chose que tu as pas choisi, pour répondre à des attentes qui sont pas les tiennes, à des injonctions qui te correspondent pas, je trouve ça d'une tristesse. C'est comme ces gens, enfin mon papa, c'était le cas, il a énormément travaillé et en fait, il est tombé malade très vite quand il a commencé sa retraite, il est décédé très, très vite et je lui dis: «Mais pourquoi? Pourquoi?» Et en fait, pour moi, le côté souveraine, c'est vraiment s'autoriser et bah, se connecter à soi et ses besoins et voir ce qu'on peut apporter et transmettre au monde. Et la posture de souveraineté, elle est dans la transmission pour moi. À la fois dans l'idée, enfin, c'est vraiment ce qu'anime Effervescience, c'est apprendre et partager. Et pour moi, on a tous quelque chose à apprendre à quelqu'un et on a aussi tous quelque chose à apprendre de quelqu'un. Et donc, être dans cette idée d'échange beaucoup plus que de comparaison et de montrer une voie où on peut faire les choses à sa façon, à son image et sans avoir ce jeu de rôle de suradaptation malsain qui est très tordu, qui est très difficile à décoder, qui surtout nous fait pas du bien. Et je veux vraiment l'incarner et dans ce que je fais avec Effervescience, dans l'idée un petit peu décalée, très visuelle, en me disant on peut faire ce qu'on veut. Là, ma dernière vidéo sur la TPV, alors j'ai pas mon masque de Hulk parce que mon fils s'est barré avec, mais j'ai acheté ça, j'ai un petit gizmo et un petit grimace. On peut faire son activité comme on veut. C'est nous qui mettons le curseur, c'est nous qui fixerons les règles. Et c'est ce que je veux montrer en l'incarnant, et c'est aussi ce que je veux montrer à mon fils en disant regarde, maman, elle s'amuse. Elle travaille, ouais, mais elle s'amuse aussi. Et Ouais. c'est ça que tu dois faire. C'est essentiel, hein. Tu vois, quand on me dit, mais alors le vrai self, c'est la vérité de soi. Non, le vrai self, c'est l'enfant qui joue. Oui, Et elle est là la complètement. clé, effectivement, c'est de jouer dans le plaisir. Et ça n'empêche pas que le jeu soit sérieux. Et ça Mmh. n'empêche pas d'avoir des stratégies pour gagner. Mais on est dans une démarche où, qui garde sa part de ludique. Mmh. Mais c'est ça qu'on a oublié. C'est, enfin, quand tu regardes le burn-out en anglais, tu vas dire game over. Mais le problème, il est pas dans le fait qu'on est perdu et qu'on se soit effondré, il est dans le game over, qu'on ait arrêté de jouer Ouais. et c'est ça qui nous rend malades. Tu regardes les petites images là dans ma dernière vidéo avec Hulk, tu as
tu as une photo, enfin une illustration, j'avais déjà utilisé une autre au féminin avec une petite fille qui joue à Superwoman et là j'ai pris un petit garçon qui joue à Hulk et le problème c'est qu'on est tout le temps en train de jouer aux super-héros. Mais on ne peut pas être super-héros tout le temps, c'est censé être un état transitoire, le temps de gérer un stress, pas un mode permanent. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai mis le super-héros en gris et j'ai mis en couleur l'enfant. Je fais non, mais vous ne regardez pas au bon endroit. Pas le super-héros, l'objectif, c'est l'enfant. Il faut revenir à l'enfant. Super. Et l'enfant, il a le choix de jouer à tous les rôles qu'il veut. Et on l'oublie beaucoup trop, effectivement. Tu sais, quand on est éducateur, on te dit que un enfant qui joue pas, ça fait partie des signes qui sont censés t'interroger, t'alarmer. Pourquoi il joue pas, cet enfant? Ben voilà. Ben nous aussi, pourquoi on joue pas? Ouais. Et tu vois, le jeu, je l'incarne dans mon activité, dans mes transmissions, mais au quotidien, de m'autoriser à prendre du temps pour jouer, c'est encore un gros challenge. Je le fais en famille ou avec mon fils parce que voilà, je veux qu'il ait ça. Mais j'ai toujours cette construction mentale de ouais, non, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Et en fait, tu apprends à te réguler, à réguler tes états à travers le jeu. Tout à fait. Le simple fait de pouvoir jouer, ça veut dire qu'on n'est pas en survie. C'est ça. Quand tu es en survie, tu joues pas. Ouais. Enfin, Sauf dans le super film La vie est belle, où il arrive à amener le jeu dans l'horreur. Et c'est ce qui permet de s'en sortir. Ça, c'est magnifique. Mais c'est ça, en fait, ça permet de survivre, d'amener cette dose de jeu-là. Exactement. C'est ce qui fait que tu n'es plus objet. Oui. J'aime beaucoup la lecture pour ça. Merci. Comment on fait pour travailler avec toi, Sandra? On va sur mon site et on prend le temps de s'imprégner de l'univers pour voir si ça peut faire des chocs à pic ou pas. J'ai plein d'articles, j'ai des vidéos, j'ai un petit guide sur le burn-out gratuit à télécharger. Donc ça permet de s'imprégner de l'univers, qui est un petit peu décalé, un petit peu atypique. Et puis sinon, alors j'ai des formations en ligne et puis j'ai des accompagnements. Donc n'hésitez pas à me contacter pour m'expliquer votre situation. Puis moi, je vous guiderai vers ce qui est le plus adapté. Super, je mettrai le lien de ton site dans la description de la vidéo, comme ça les gens pourront te trouver facilement. Sandra, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Objectif jeu, toujours, on l'a vu, c'est revenu plein de fois. Il y a vraiment ce côté décomposé de jeu JE qui sont les besoins et qui est en TPV dans salle choisie, de jeu JU qui est le plaisir et le sympathique choisi. Mais l'ensemble est important. Et ça que mon titre de bouquin, le pouvoir du jeu, est peut-être un peu tendu, mais pourtant c'est vraiment ce que je voulais faire passer, c'est qu'on est là pour jouer, c'est un jeu. Et quand on souffre trop, quand ça devient trop malsain, faut arrêter de jouer selon ces règles-là et poser ses règles à soi. Et c'est les règles qu'on veut. C'est pas sortir d'une case salarié pour aller vers une case entrepreneur. Ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses au milieu. Moi, j'ai un job alimentaire salarié qui n'a rien à voir avec mon activité. Mais mon boss, c'est que j'ai une activité à côté et quand j'ai pas trop de boulot, j'avance sur effervescence. C'est pas un sujet. Et j'étais hier avec d'autres entrepreneurs et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est qu'on peut créer le terrain de jeu qu'on veut. C'est pas un switch total, ça peut être quelque chose d'intermédiaire. Il faut juste que ce soit écologique et fun. Et à partir de là, vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Et c'est ça, devenir le sujet de sa vie et se sentir exister et déployer son juste pouvoir. Complètement. Voilà, power et jeu. Deux mots à emporter. Je suis vraiment très heureuse que tu sois venue nous expliquer tout ça. Ça me faisait envie que tu viennes parler de ta grille de lecture à toi, qui est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus physiologique, et tout en étant accessible et tout en étant ludique. Et je trouve que c'est vraiment une grande comment dire, c'est un apport très très important pour les gens de se rendre compte qu'on peut être dans le jeu et être en accord avec la science et que les deux vont ensemble. Complètement. On l'a mal traduit. L'invitation, c'est ça. Et puis pour le coup, les gens, si vous avez apprécié cette interview, allez voir l'autre interview qu'on a fait il y a quelques temps, où c'est moi qui t'interviewais cette fois-là, et vous aurez vraiment les deux prismes, le côté physiologique et le côté sociétal. Et on a besoin des deux clés de lecture, parce qu'en fait, c'est tout ça qui fait le terreau du burn-out. Exactement. Effectivement, c'est multi-référencé, le burn-out, et toutes les autres problématiques humaines, de toute façon, gagnent à être vues à travers différents prismes. Et
C'est pour ça que les guerres de chapelle ne sont pas très, très utiles et très futées. Oui. On a besoin de pouvoir regarder tout sous plein d'angles différents et c'est ça qui nous aide à devenir des humains. Mm. Ouais, chacun a son regard. Je me souviens, j'avais fait un partage LinkedIn qui s'était fait débunker, où j'étais plutôt fière, où j'avais dit le burn-out est physiologique. Et on m'avait dit non, le burn-out est psychologique. J'ai dit non, mais ça peut être les deux, calmez-vous. Oui. Et c'est les deux en l'occurrence. Bien sûr. Je suis toujours très étonnée, moi, par les gens qui pensent que le cerveau, c'est pas un organe. C'est un ensemble de... Oui, non, mais c'est aussi un organe, en fait. C'est aussi un organe. On a ce défaut en sciences de l'éducation de penser les phénomènes uniquement comme des enjeux et sociétaux, et psychologiques, et philosophiques. Et on a une espèce de grosse zone d'ombre où tout ce qui est physiologique, hop, ça n'existe pas. Moi, Il y ça a m'a... une image que j'aime beaucoup, c'est le cavalier sur son cheval. Le cavalier, c'est le cerveau et le cheval, c'est le corps. Et en fait, les deux ne peuvent avancer qu'ensemble. Et le problème du burn-out sur les profils neuroatypiques, c'est que le cavalier continue à cravacher, mais le cheval, il s'est cassé la gueule. Forcément, tu tombes avec lui. C'est ça. Donc, il va falloir apprendre à parler cheval et à respecter son cheval. La TFPV, c'est ça au final. On est d'accord. Sandra, je te remercie beaucoup. Merci à toi. J'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir à nouveau quand tu sortiras ton prochain livre. Avec grand plaisir. Super. Merci et puis à très bientôt et je diffuse ça le plus vite possible. Super. Et prenez soin de vous, bien sûr.